Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nadia Royo, donc présidente du syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon, le SNAPEC. Et aujourd'hui, je vais animer cette table ronde. Cette table ronde, elle va parler du métier de moniteur et monitrice d'escalade. Et on va faire un zoom sur le diplôme DEGEPS escalade en milieu naturel. Le DEGEPS escalade en milieu naturel, c'est un diplôme en environnement spécifique et donc qui est organisé par des organismes d'État. Et dans ce cas-là, c'est les CREPS. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les 3 établissements. Donc, on a la chance d'avoir les coordinateurs de ces 3 CREPS. Il y a le CREPS de Montpellier, le CREPS de Aura, sur le site de Vallon-Pont d'Arc, et le CREPS de PACA à Aix-en-Provence. Donc, on a David Godefroy pour le CREPS de PACA, Vincent Rouillet pour Vallon-Pont d'Arc, Sylvain Morin pour Vallon-Pont d'Arc et Jean-Noël Crouza pour Montpellier. Donc, je vais leur faire plusieurs questions autour de ce diplôme et ils vont pouvoir à tour de rôle répondre et on va essayer de discuter un peu entre nous et après on laissera un temps pour que vous puissiez leur poser des questions. Donc la première question, ça va être combien de professionnels sont formés par an et combien il y en a sur le territoire? Oui, bonjour à tous et à toutes. Et en fait, on forme à peu près 50 à 60 DEGEPS escalade milieu naturel, donc moniteurs, monitrices, diplômés d'État. C'est quelque chose d'important parce qu'en effet, diplôme d'État, ça veut dire un label de qualité, ça veut dire du sérieux, ça veut dire une réponse qui est donnée un petit peu en regard par rapport à la table ronde qui avait lieu l'an dernier, en se disant comment je fais pour démarrer en escalade, comment je fais pour m'initier, pour progresser, vers quel professionnel je me tourne. Voilà, là je crois qu'on a en effet 50 à 60 personnes qui sont chaque année de nouveaux professionnels, de nouvelles professionnelles et qui sont là pour proposer en effet des cours et un enseignement de haute qualité. Comment on peut faire? Quelles sont les modalités pour rentrer au DE? Alors, pour entrer en formation, il faut tout d'abord avoir une expérience un peu plus forte. Alors, pour entrer en formation du DEGEPS escalade en milieu naturel, il faut quand même avoir une expérience assez forte en pratique d'escalade, notamment sur une liste de courses qui est à déposer en amont de l'inscription, sur laquelle ensuite les candidats sont interrogés, et puis il y a des tests de niveau de pratique, et à la fois en difficulté et en bloc. Voilà. Et une fois qu'on a validé ces tests, on peut rentrer effectivement en formation, soit au CREPS à Aix-en-Provence, soit à Montpellier, soit à Vallon-Pont d'Arc. Je pense. Alors, j'imagine que vous avez un regard aussi sur l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, est-ce que vous savez si les moniteurs et monitrices d'escalade arrivent à vivre de leur métier à l'année? Eh bien, oui, à l'année et à la vie même. Donc, moi, j'aurais espéré qu'il y ait plus de gens qui soient intéressés pour faire ce fabuleux métier. Donc, c'est un diplôme qui date de 1986 pour les tout débuts. Donc, ça veut dire qu'on a maintenant, cette année, on va rentrer dans la 40e année. Et donc, on peut vraiment parler de carrière, puisqu'il y a des gens qui, depuis 1986, font ce métier et uniquement ce métier. Et non pas que ce métier. C'est-à-dire que ça se suffit à lui-même. On peut travailler dans tous les champs de l'activité. Hélas, ce diplôme est encore limité à 1500 mètres. Mais malgré tout, la planète grimpe se situe de 0 à 1500 mètres. Si on considère que l'escalade, le ratio marche est en défaveur de l'escalade, alors véritablement la planète grimpe se situe entre 0 et 1500 mètres. On a toujours préféré, nous, marcher 5 minutes et grimper 5 jours, que marcher 5 jours et grimper 5 minutes. Donc en dessous de 1500, on a souvent ces terrains-là. Voilà, sur ce champ-là, par contre, on a l'intégralité de la possibilité des choses, c'est-à-dire de la poutre aux grandes voies en terrain d'aventure. Donc vous imaginez, ça balaye un peu tout. Et donc ça s'inscrit sur une carrière parce que, en fonction de qui on est au moment où on le fait, au début, on rentre peut-être avec certaines volontés et puis après, au fur et à mesure de qui on est, on arrive à adapter pas mal la chose.
Voilà, donc c'est un métier qui fait vraiment ses preuves. Et puis on a une belle répartition aussi sur le territoire. C'est-à-dire qu'en effet, on a pas mal de monde dans le quart sud-est. D'une manière générale, sud-est, sud-ouest, sud. Mais on a de plus en plus de moniteurs d'escalade qui font le choix de rester dans leur région d'origine. Donc typiquement ici, Paris et Nord-Ouest, où là, véritablement, il y a une demande très très importante de ce diplôme. Parce que c'est un diplôme qui permet de chapeauter l'entièreté de tous les diplômes, vu qu'il balaye toutes les prérogatives concernant l'escalade. Voilà, ce qui fait que maintenant, quelques-uns d'entre nous s'occupons également des recyclages et on peut voir sur la durée qu'en fait, on a des recyclés qui ont entre 5 et 35 ans de carrière. Et par rapport aux compétences de ces professionnels, vous dites que donc ils sont maintenant aujourd'hui ils peuvent vraiment vivre à l'année parce qu'ils ont une polyvalence, mais plus concrètement, quelles sont ces compétences? Comment vous les abordez en formation par rapport à l'évolution de l'escalade? On voit qu'il y a plein de spécialités et même des filières qui se développent, en tout cas des disciplines plutôt que des filières. De quelle manière vous prenez en compte ces enjeux en formation, que ce soit sur les enjeux de performance, entraînement, mais aussi de féminisation, d'ontologie, les enjeux environnementaux. Voilà. Comment vous transcrivez ça et de quelle manière, eux, ils sortent avec des compétences pour après pouvoir avoir une polyvalence, pour pouvoir avoir un métier assez complet? Oui, là en effet, on parle en ce moment d'un véritable boom de l'escalade, hein. Je crois qu'on est au Salon de l'escalade ici à Paris. C'est la 2e édition, c'est une évolution réelle qui est le reflet concret en fait de la grande famille de l'escalade dont on parlait déjà l'an dernier et les années précédentes. Mais là, en l'occurrence, pour te répondre Nadia, je crois qu'avec les collègues, on a vraiment un reflet le plus complet possible qui va de l'initiation jusqu'à l'entraînement en passant par toutes les envies de progression, de perfectionnement, et de s'adapter, encore une fois, à toutes les formes de pratique. Les collègues pourront parler après et illustrer un petit peu cette notion de grande famille de l'escalade. Ça va aussi bien des gens qui pratiquent le bloc et qui ont envie de progresser que des personnes qui ont des projets en compétition ou d'autres qui ont des projets effectivement en milieu naturel et voire même avec des exploits de performance sur des réalisations qu'on a pu voir récemment aux États-Unis, par exemple, et qui se déroulent sur plusieurs jours dans des big walls, hein. Donc par rapport à ça, le DGEPS Escalade Milieu Naturel, lui, il accompagne ce boom de l'escalade et il évolue et il se transforme. Et on est en train d'ailleurs de passer sur la formation professionnelle petit à petit vers des blocs de compétences, et l'organisation que nous avons actuellement de la formation, elle est prévue pour évoluer et absorber en effet toutes ces évolutions. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes que nous formons et ce fameux donc, DGEPS Escalade en milieu naturel, alors d'une certaine manière, c'est vrai que son nom, il ne parle que du milieu naturel, et pour autant, il couvre réellement la totalité de l'escalade. Ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que finalement, on peut retenir le mot DGEPS Escalade milieu naturel, mais surtout l'idée d'un professionnel et d'une professionnelle diplômée d'État qui est capable de faire face à toutes les situations professionnelles en club, en comité, avec une clientèle privée, avec des opérations d'événementiel, avec des grosses organisations et avec des projets, tu le disais, qui sont particuliers pour la mise en œuvre des grandes priorités du ministère des Sports. Parce que quand tu parlais de féminisation, demain on aura une illustration, en effet, de projets emblématiques qui sont portés par des stagiaires désormais diplômés, professionnels, qui présenteront la chose. La question des mobilités douces, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on intègre dans nos formations tous les enjeux sociétaux aussi, qui font que l'escalade, de par la grande famille qu'elle représente, doit endosser d'une certaine manière ces enjeux et trouver des solutions. C'est loin d'être gagné, mais nous sommes persuadés que par les formations que nous proposons, et nous le proposons à 3 crêpes sous forme de réseau au niveau national. Tout à l'heure, le collègue parlait des différents lieux qui sont couverts, mais ça va de la Bretagne, ça couvre tout le Grand Est, on couvre véritablement l'ensemble du territoire national et outre-mer aussi.
Donc on a tout ce développement-là qui intègre ces enjeux, véritablement. On parle de la grande famille de l'escalade, tant du côté élève que du côté professionnel. Moi, je rajouterais par rapport à une étude un peu socio-professionnelle. En fait, on a de plus en plus de candidats qui ont déjà des diplômes, mais qui veulent aussi changer d'orientation. Et ingénieurs, même vétérinaires, beaucoup de profs maintenant aussi, qui arrêtent l'éducation nationale et qui passent sur le mode plutôt indépendant et travailler dans la nature et à l'extérieur des endroits comme ici. Mais comme on a aussi un parallèle avec pas mal de gens qui bossent en salle maintenant, c'est pour ça que le milieu naturel, comme tu dis, c'est un titre qui ne généralise pas l'activité du moniteur. Et du coup, maintenant, comme il y a de plus en plus de grimpeurs en salle, il peut proposer des sorties, des stages à l'extérieur et se déplacer donc, là où il y a des falaises. Donc c'est moins difficile de travailler maintenant dans des contrées comme Paris, la Bretagne ou la Normandie, parce qu'en fait, on peut se déplacer sur des stages ou faire une partie en club l'année scolaire et l'été se déplacer en saison là où il y a des falaises et où il y a des sites naturels. Et l'autre point important qui est par rapport à ce diplôme, qui est un DE, donc on est passé d'un BE à un DE, donc l'équivalent du BE maintenant c'est le BP, qui était un niveau bac, qui est toujours un niveau bac, et maintenant sur le DE on a un niveau bac plus 2. Et ça il faut le dire notamment aux parents ou aux gens qui accompagnent des jeunes qui ont envie d'avoir un métier, qui ont le niveau physique de passer le DE escalade en milieu naturel. C'est que c'est bien de le valider parce qu'après on peut reprendre ses études à un niveau licence parce qu'on a déjà un bac plus 2 et ça c'est passerelle en France, ça marche très bien. Et on ne le dit pas assez souvent qu'un DE pour quelqu'un qui n'avait pas aimé l'école et qui n'a jamais avancé à l'école, d'un coup il peut avancer dans ses études. Voilà. Donc, ces moniteurs et monitrices ils se forment, ils acquièrent des compétences. Vous dites que vous intégrez les évolutions de la discipline et l'activité dans la formation. Et d'ailleurs, on réécrit les diplômes tous les 5 ans, ce qui permet à chaque fois de se re-questionner là-dessus. Et après, en fait, quand ils arrivent sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous dites qu'ils arrivent à vivre à l'année. Ils sortent avec un nombre de compétences avec une grande polyvalence, mais après sur le terrain, est-ce que vous savez un peu de quelle manière ils vont peut-être développer leur métier? Est-ce qu'ils vont se spécialiser sur quelque chose? Est-ce qu'ils deviennent spécialistes de la grande voie, spécialistes de l'entraînement, spécialistes en sport santé, activité escalade santé? Ça se développe beaucoup. Voilà. Comment après ils transcrivent ça? Ou est-ce que ça reste plutôt des moniteurs et monitrices qui vont faire des saisons, comme on a vu auparavant historiquement beaucoup de BE à l'époque, ou est-ce que maintenant ils travaillent différemment? Est-ce que leur statut ça continue à être vraiment indépendant, ou est-ce qu'il y a plus de salariés voilà. Dans la forme du travail, quelles évolutions par rapport à l'évolution BE-DE et avec l'évolution de l'activité aussi à l'apparition des salles d'escalade? Où est-ce qu'on voit ces moniteurs et monitrices aujourd'hui? Je rajoute, et puis je laisserai la parole à Vincent de mettre une couche. C'est en fait ces gens-là qui avaient déjà un métier, qui deviennent DE escalade en milieu naturel, parfois font les deux. Notamment, on a des kinés qui passent notamment beaucoup de temps en remplacement ou infirmiers et après choisissent des moments d'être encadrant l'escalade, voire formateur à des moments aussi, puisqu'on prend des anciens stagiaires pour faire la formation. Et après, il y en a certains, on les pousse à décliner un peu l'activité à d'autres activités. Pendant la formation, le cordiste, on propose le cordiste à nos candidats, mais certains après passent un DE canyon ou passent l'aspirant guide et deviennent guide pour être en montagne ou moniteur de ski. Donc ça se décline aussi dans d'autres diplômes liés au plein air. Alors effectivement, pour répondre à ta question, Nadia, on a tous les cas de figure, puisqu'on a vu que les prérogatives conférées au DEGEPS, aux titulaires du DEGEPS escalade en milieu naturel, sont assez larges. On brasse l'intégralité du champ de pratique de l'escalade jusqu'à 1500 mètres, qui est notre limite aujourd'hui. Mais on peut tout à fait exercer et dans tous les cas, dans tous ces champs. Et tous les cas de figure existent chez les professionnels par la suite. Et c'est
ce développement de compétences leur permet d'évoluer aussi au cours de leur carrière. On peut tout à fait voir aujourd'hui des professionnels qui commencent à exercer exclusivement en indoor auprès de clubs, etc., mais qui ensuite vont évoluer et vont développer d'autres formes de pratiques. Mais toutes les situations existent. Et bien souvent, effectivement, ce qui leur permet de vivre, c'est quand même le fait de pouvoir encadrer sur l'intégralité du champ de la pratique, c'est-à-dire autant auprès de clubs pour aller vers soit de l'initiation, soit du perfectionnement sportif, mais aussi de travailler, emmener ensuite ces publics vers de l'escalade à l'extérieur, de la grande voie, du terrain d'aventure, et continuer leur travail d'enseignement dans ces différents champs. Donc on a toutes les caractéristiques qui existent. Hein. Il n'y a pas de profil, il y a quelques profils types qui ressortent. On le voit d'ailleurs dans l'enquête métier qui a été conduite par le pôle ressources naturelles des sports de nature il y a 2 ans, avec des tendances qui se dégagent, mais toutes les solutions sont possibles. Hein. Et comme effectivement les compétences et les prérogatives sont assez larges, on peut voir des gens qui évoluent, qui changent, qui évoluent parfois même d'une manière géographique, qui commencent à travailler, à exercer sur Paris quasiment exclusivement indoor, et puis ensuite qui, pour des choix personnels, glissent vers des territoires plus ruraux et continuent à exercer leur profession de manière différente. Juste aussi dans notre formation, par rapport à celle du BE qui a été 14 ans en arrière, dans la formation, il y a un item qui s'appelle le DEP, qui est le document écrit personnalisé, qui est en gros arrivé à structurer l'activité sur 3 champs potentiels. Une activité personnelle, c'est-à-dire qu'en fait on crée une micro-entreprise, on se crée soi-même, mais avec une valence forte, c'est-à-dire une définition de qui on est forte. Par exemple, il y a des personnes qui sont dans le champ du handicap, dans le champ du terrain d'aventure, etc., qui promeuvent ça en priorité, même si elles savent qu'elles feront aussi autre chose. Une deuxième possibilité qui est de développer la structure de l'activité. Donc la structure de l'activité, c'est exploiter un site d'escalade, ouvrir un site d'escalade, créer un topo, etc. Donc développer l'activité en structure et en bordure. Donc c'est tous les événementiels. Créer une compétition, créer un événement, participer à un événement, etc. Ces 3 items, ils en choisissent un parmi les 3. Nous, en tant que coordo, on les valide pour savoir s'ils peuvent rentrer dans le cadre de la formation. C'est un gros travail pour eux. C'est quasiment 50% du diplôme. Et ça leur permet de faire un énorme réseau dès le début, ce qui n'était pas du tout le cas du BE avant. Et du coup, en faisant ce réseau, ça leur permet de rentrer dans une dynamique de création de fiches de poste. Vous savez, on dit quand on est cadre, on crée sa fiche de poste. Ben, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent et ils vont créer quelque chose, ce vers quoi ils ont envie d'aller. Voilà. Parce que les fruits à cueillir sur les arbres, ils ont déjà tous été un peu cueillis, ils continuent à l'être. Mais on ne peut pas fonctionner comme il y a 15 ans où on arrivait, on disait bah, tiens, je vais aller dans tel club parce qu'il manque 2 heures, et puis un autre parce qu'il manque 3 heures, etc. On peut toujours le faire, mais ce n'est pas l'essentiel. Et surtout, ils sont beaucoup plus proactifs et acteurs de ce qu'ils vont développer ensuite. Donc ça, c'est aussi la formation qui le permet. Et ils sont désinhibés par rapport à ça et ils rentrent sur le champ en commençant d'entrer à créer une fiche de poste et évidemment en commençant à prendre ce qui existe aussi, quoi. Mais est-ce que par rapport à ces 10 dernières années, vous voyez quand même des tendances dans la manière de s'installer quand ils sortent de formation? Par exemple, là, le nombre de professionnels sur le terrain a beaucoup augmenté. On est à plus de 4000 moniteurs et monitrices sur le terrain. Donc, ils arrivent des fois dans des zones où il y a déjà beaucoup de moniteurs. Il y a aussi d'autres choses qui ont changé. C'est par rapport à avant, le BE avait le canyon. Donc, ils avaient déjà une polyvalence encore plus accrue qu'aujourd'hui. Et donc là, ils se retrouvent qu'avec l'escalade, que je dis entre guillemets, parce qu'on a vu qu'il y a quand même pas mal de cordes à leur arc. Mais est-ce que ça... Et je rebondis aussi sur ce que tu dis des DEP qui les forcent aussi à créer des projets des fois un peu innovants. Hein, c'est le thème de la table ronde de demain. Est-ce que vous voyez quand même des tendances, que ça soit dans la manière qu'ils vont avoir de développer leur métier et de s'installer et peut-être d'aller vers certains profils différents qu'avant? Vous voyez des différences par rapport à il y a 10 ans? Moi, juste une différence fondamentale, c'est que le BE ne permettait pas, dans la formation, il n'y avait pas d'encadrement en grande voie avec public support. Donc là, la grande différence, notamment, je prends juste cet item, mais il y en a d'autres, c'est que comme dans la formation, il y a de l'encadrement en grande voie, équipé en grande voie, terrain d'aventure avec un public support, on a des stagiaires qui sont complètement désinhibés.
Moi, j'ai passé le BE en 89, donc il y a quand même longtemps. Et nous, c'était le Graal d'avoir des gens en grande voie. Les grandes voies étant réservées aux guides de haute montagne. Alors que maintenant, étant complètement désinhibés parce que ça fait partie de leur ADN, de faire du bloc, des grandes voies, etc., on se retrouve des fois 2 ans après, alors même que nous, on est en stage avec nos stagiaires, par exemple, une voie à la Sainte-Victoire qui s'appelle le Grand Parcours, eh ben, on trouve un stagiaire qui avait fini il y a 2 ans avant avec 2 personnes avec lui faisant le Grand Parcours. Ce qui pour nous, 20 ans en arrière, semblait vraiment l'aboutissement d'une carrière et qui maintenant, c'est normal. Donc ça, c'est quand même bien, il y a plein de verrous qui sautent et ça, c'est globalement, je pense, dans tous les champs où le champ des possibles en escalade est très large. Et une deuxième chose, c'est que c'est pareil, quand on a passé le BE, donc il y a 35 ans, à un moment donné, on s'est retrouvé à 5 à Grenoble. Et on a dit, à 5, il ne faut pas qu'il y ait un autre BE, parce qu'il n'y aura plus de travail. Bon, évidemment, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y avait des BE, en face, il y avait des interactions avec des gens qui voulaient pratiquer, etc. Et maintenant, il y a 150 professionnels sur Grenoble, et il y a autant de personnes en face. Et demain, il y en aura 200, et vu le boom de l'escalade, il y aura toujours autant de personnes en face. Donc, c'est ouvert. Ok. Et donc, il me reste encore une question. Quelle est pour vous la valeur ajoutée ou l'intérêt d'avoir un moniteur ou une monitrice d'escalade pour apprendre, se perfectionner ou découvrir l'escalade? Bon, j'ai encore le bâton de parole, mais bon, je vais le laisser. Je vous avoue que là, ça me gêne un peu. Vous entendez là quand on parle ou pas? Ouais. Ouais, en fait, Lucas, il a une sacrée voix. Hein. Il porte quand. Ouais, mais on peut faire pareil, mais après, ça devient un peu n'importe quoi. On va finir. Non, alors nous, on essaye de. On travaille beaucoup sur la mobilité, la motricité, d'accord, et la sécurité. Mais la sécurité, on va dire globalement, vous savez, la marge de progression entre savoir visser un mousqueton, pas savoir visser un mousqueton, c'est quoi? C'est 2 minutes, d'accord? Savoir faire du 8B à vue, c'est une vie. Donc d'un côté, il y a de l'artisanat, c'est toutes les manips de cordes, etc. Et de l'autre, il y a de l'art, c'est savoir grimper. Donc nous, on va essayer de travailler éventuellement vraiment sur les deux. Je suis un peu perdu avec la voix. Et donc de donner un aspect motricité qui est très important. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, vous allez skier à côté d'un moniteur de ski, vous n'êtes pas moniteur de ski, vous commencez à mal skier, vous vous dites mince, il va regarder comment je skie vraiment comme une chèvre. Ok. Vous êtes à côté d'un moniteur d'escalade, vous avez mal vissé votre mousqueton, vous dites oh mon Dieu, j'ai mal vissé mon mousqueton. Il va le voir, attention, 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 mon gris-gris à l'endroit, c'est bon, la corde se déploie bien, c'est bon, je pars grimper comme une savate, mais là il ne me regarde plus. Voilà, donc là nous c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse de développer au plus haut point. Et puis voilà. Moi, ton exemple, il me plaît bien. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, je pense que c'est rentré dans la culture depuis de nombreuses années. Lorsqu'on veut apprendre le ski, vraiment, on s'adresse à un moniteur ou à une monitrice de ski. Et la plus-value, Nadia, pour te répondre, en effet, quelqu'un qui a pris des cours de ski par rapport à quelqu'un qui n'en a pas pris et qui a appris tout seul, en autodidacte, il y a une grosse différence de progression, il y a une grosse différence d'efficacité. Tu parlais de motricité, ça se voit tout de suite. Ça se voit dans le style, dans la performance, dans l'efficacité, dans le temps de progression et dans la sécurité aussi, en effet, qui est quand même un des éléments clés parce que là, on parle de la protection à la fois des enfants, des adultes, de la grande famille de l'escalade. Tout à l'heure, il y a une personne qui s'est blessée. Ça arrive en escalade, c'est vrai. Mais nous, les moniteurs, les monitrices que nous formons, ils sont tous effectivement recyclés régulièrement au point sur la manière de prendre en charge une blessure, sur la manière de déclencher des secours, de porter assistance et de ne pas laisser quelqu'un, par exemple, bloqué en hauteur pendant 30 minutes, alors qu'il y a cette efficacité d'action immédiate. Voilà, donc ça, c'est la plus-value. On peut parler du ski comme le faisait le collègue, on peut parler de la natation. Il y a une culture, par exemple, de se dire, pour l'ensemble des enfants que nous avons, on se dit très clairement, quand je suis invité au bord d'une piscine, etc., la première des choses que je vais chercher à faire, c'est de mettre mon enfant dans des cours de natation pour qu'il puisse au moins sortir de la piscine et se sauver. Mais si on va un peu plus loin,
Là encore, la natation, ça s'apprend. Et quelqu'un qui a pris des cours de natation avec un professionnel ou une professionnelle, très clairement, le résultat, il est visible, il s'en ressent. Il y a la notion de plaisir déjà, il y a la notion de progression, il y a la motivation qui est continuée sur plusieurs années, et puis il y a des résultats personnels, un accomplissement personnel, que ce soit dans le domaine de la compétition, que ce soit dans le domaine de la progression, ou tout simplement de se retrouver à un moment donné en sécurité sur des stages à l'étranger, découvrir l'escalade, de nouvelles voies, avec l'ensemble des gestes sportifs et sécuritaires attendus. Voilà, ça c'est des éléments clés. Nous pensons clairement qu'avec l'historique de ce DGEPS escalade milieu naturel qui s'inspire dans la tradition de ce qui se faisait avec le brevet d'état d'escalade du passé, aujourd'hui avec toutes les évolutions qui ont été portées et qui sont à venir encore, que véritablement la plus-value d'embaucher un moniteur, une monitrice d'escalade diplômée d'État, de bénéficier de cours d'un moniteur, d'une monitrice diplômée d'État dans un club, dans une structure privée, ça change tout. Ça change tout, à tout point de vue. Et on va aller même plus loin. Ça change tout en matière de déontologie aussi, sur la capacité à éduquer les jeunes générations, les générations actuelles, à respecter l'environnement, à avoir aussi une attitude qui est beaucoup plus inclusive, plus respectueuse de l'ensemble des publics et des autres utilisateurs. Et une dernière question, parce que vous avez parlé plusieurs fois de culture. Et donc, justement, la culture de l'activité, on voit bien qui évolue et qui change. Et je voulais savoir si vous avez vu des changements dans la culture des candidats qui arrivent à la formation du DE escalade en milieu naturel. Et de quelle manière, vous, dans la formation, vous abordez ça et vous essayez de leur donner cette culture, si vous sentez que peut-être il y en a certains qui en ont moins ou qu'ils ont une culture différente de celle qu'on a historiquement dans l'activité. Oui, après je vais passer la parole à Jean-Noël parce qu'il illustre bien ça avec un joli projet sur Millau notamment. En effet, il y a une vraie évolution, on le perçoit dès les tests de sélection, quand les personnes ne sont pas encore stagiaires, mais qu'ils viennent vers nous avec, on va dire, une culture déjà personnelle acquise en club ou alors auprès d'autres professionnels. Quand les personnes viennent, nous rejoignent, ont monté un dossier de candidature, très clairement, déjà, il y a une énorme évolution des profils. C'est-à-dire qu'on a des gens aujourd'hui qui sont tout à fait brillants déjà sur le domaine indoor de l'escalade et sur le domaine de l'outdoor, alors même qu'ils ne sont pas entrés en formation. Mais là, je te laisse la parole parce qu'on en a eu la plus belle illustration, je crois, à Millau il y a 2 ans, quand on a mis en place le premier test de sélection mutualisé ensemble. Disons qu'on a pas mal de gens maintenant qui arrivent avec une idée de projet. Donc, tu as parlé du dossier écrit personnel, hein, c'est ça. On en a une qui est présente pas loin et qui animera la table ronde de demain par rapport à féminiser la profession. Donc voilà, et chaque fois, ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir un projet à court terme, mais qui peut prendre 10 ans ou 15 ans. Donc quand tu cites Millau, on a mis 20 ans à avoir ce projet et de le voir aboutir, et qui sert maintenant et qui développe. Mais parce que aussi ces gens qui passent le diplôme ont une vie extérieure à l'encadrement et à l'entraînement en escalade. C'est qu'eux aussi ils participent à des réunions, ils sont présents maintenant de plus en plus jeunes sur le syndicat, ils sont présents pour développer la pratique et l'activité dans leur région. Donc Millau est vraiment un très bon exemple. Il y a eu bien plus tôt Vallon-Pont d'Arc, il y a eu Grenoble s'est institué parce qu'il y avait la montagne déjà présente. Mais dans les Pyrénées, Font-Romeu, tous ces secteurs-là, à un moment, les gens que l'on a formés font partie parfois du conseil municipal, sont sur la communauté de communes, sont dans un club, sont au syndicat, sont de temps en temps aussi jury sur les formations avec nous, donc suivent aussi le cursus. Donc c'est ça, après ça devient une pratique où on n'est pas toujours rémunéré, mais on développe tellement bien la pratique. Quand tu as dit tout à l'heure qu'on soit 5, 10 ou 100, ça se développe. Mais c'est parce que plus on génère de l'activité, plus on crée de l'emploi et plus on fait venir des gens pour ça, quoi. Ouais. Merci.
Mais, je vais donner la parole au public. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à leur poser au coordonnateur? On vous amène juste une précision, c'est qu'à peu près en volume, là, sur le salon, on pense qu'il y a à peu près facilement 100 à 200 moniteurs, monitrices diplômés d'État qui sont présents, hein. Que ce soit dans le domaine du matériel, dans le domaine des prises d'escalade, de l'enseignement. Voilà, on a croisé déjà énormément de gens dans la journée. Et en effet, demain, il y aura une autre table ronde, mais cette fois pour mettre à l'honneur ce que tu disais, notamment des jeunes diplômés qui montent des projets emblématiques. Oui, il existe depuis peu de temps une nouvelle formation qui s'appelle la moniteur d'escalade sur structure artificielle, MESA. Je voulais savoir, au plan pédagogique, est-ce qu'il y a un plus sur la formation BE DGEPS par rapport à la formation MESA? C'est le TFP, MESA. Alors, on va vous répondre déjà très clairement, hein, sur le fait qu'en effet, il y a une filière des métiers de l'escalade. Aujourd'hui, cette filière, elle dépend de plusieurs acteurs. Elle est bien sûr sous la gouvernance qui est animée par le ministère des Sports, hein, c'est évident. Mais il y a aussi les branches professionnelles, il y a les fédérations, il y a les différents syndicats qui sont présents. Et en fait, nous, organismes de formation, nous sommes à la fois sur l'analyse de l'évolution des métiers et à la fois sur la production de réponses. Aujourd'hui, il y a une partie de l'escalade qui est en environnement spécifique et dont la formation dont on parle aujourd'hui est exclusivement réservée aux guides de haute montagne et aux DE escalade milieu naturel. Mais sur la partie hors environnement spécifique, notamment les SAE, effectivement, on voit différents paliers de progression en prérogatives et en compétences. Il faut savoir que, par exemple, sur la filière escalade, on n'a pas de BPGEPS, de brevet professionnel. Dans la filière jeunesse et sport, aujourd'hui, on a des BPGEPS, activités physiques pour tous, activités de forme et autres, sur lesquels sont associés un CS escalade, un certificat de spécialisation. Mais il n'y a pas de BPGEPS escalade. Ça, je pense que nous le déplorons d'une certaine manière. Et le TFP a été créé, on va dire, dans cet esprit-là, pour créer ce maillon-là. Il y a eu le CQP, il y a le TFP, il vient de sortir, hein, en effet. Mais on peut imaginer qu'il y ait une progression dans la filière. Et un peu plus tard, finalement, quand la personne évolue selon ses projets, etc., décide d'aller vers plus de compétences, plus de prérogatives. Donc c'est tout nouveau. On va observer de très très près comment ce TFP rencontre du succès ou pas et comment, quelque part, il répond à certains besoins ou pas. Non, juste, mais bon, il y a beaucoup de gens dans l'Assemblée qui connaissent un peu la chose, mais pour tous les autres, la particularité justement de ce diplôme, comme le guide de haute montagne, c'est que c'est le seul qui donc, est dans la partie environnement spécifique. Et l'environnement spécifique est organisé en France obligatoirement par des organismes d'État. Et il y a 11 disciplines en France et il y en a 5 en Europe. Donc voilà, c'est pour que vous ayez l'information. Et pourquoi elle est organisée en France, notamment par les établissements? Parce qu'en tant qu'environnement spécifique, elle génère potentiellement de l'accidentologie. Et en France, l'accidentologie est mutualisée. C'est-à-dire que les secours, l'hôpital est mutualisé par l'ensemble de nos salaires différés qu'on appelle improprement les impôts ou les taxes. Mais c'est quand même un salaire différé. Voilà. Et donc, du coup, on a la garantie d'avoir une harmonisation de formation. Et c'est pour ça que nous travaillons ensemble et que quand vous allez passer un DGEPS escalade milieu naturel, que ce soit à Montpellier, à Aix ou à Vallon-Pont d'Arc, vous aurez quasiment alors pas la même formation, mais le contenu de formation sera le même. Et après, vous aurez des variables en fonction des formateurs, mais surtout plutôt des goûts et des couleurs plutôt qu'une structure. La structure sera exactement la même. Voilà, et ça, c'est quand même très important, au même titre que, par exemple, le guide de haute montagne et le ski alpin ne sont formés que par une école nationale. Voilà, il ne peut pas y avoir un organisme privé. Voilà. Alors que tous les autres champs de l'escalade peuvent être formés par n'importe qui. Il se trouve qu'il y a une partie qui est prise par la fédération, mais elle pourrait très bien être... n'importe quel professionnel pourrait se définir comme organisme de formation à lui tout seul. Il faudrait qu'il dépose un dossier d'habilitation et il serait organisme de formation en son nom propre.
Moi, j'aimerais savoir s'il y a des passerelles, quitte à ce que ce soit réactualisé, entre un initiateur fédéral d'escalade, passé dans les années 90, et le diplôme dont on parle. Est-ce qu'on peut imaginer une remise à niveau? Et puis, est-ce que c'est un tremplin vers la formation dont vous parlez depuis le début? Alors, déjà, en effet, dès le montage du dossier de candidature, c'est déjà quelque chose de très important parce que pour réunir les conditions de candidature, par exemple, une personne qui a cet initiateur, qui est à jour en termes de recyclage de son diplôme d'initiateur, c'est quelqu'un qui va être dispensé d'une attestation de 100 heures d'encadrement. On reconnaît dans les textes clairement cette compétence pédagogique, ce prérequis pédagogique pour nous rejoindre. Ça, c'est déjà une base. Et ensuite, dans la formation, il faut bien comprendre qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect formation, le volume horaire en quelque sorte, que chaque personne, suite à la loi de modernisation sociale, va se voir définie. Quelqu'un qui a très peu d'expérience, par exemple, en pédagogie, en technique, etc., qui n'aurait pas, comme vous dites, l'initiateur, c'est quelqu'un qui va se voir proposer une formation complète au niveau du volume horaire. Alors qu'avec un initiateur et de l'expérience réalisée, on va certainement faire ce qu'on appelle, nous, un positionnement et un allègement d'une certaine volume horaire de formation. Par contre, il y a des diplômes, et les diplômes fédéraux d'initiateurs, pour l'instant, ne permettent pas, par exemple, d'être dispensés des évaluations, des certifications. Mais en effet, ça permet d'alléger, quand l'expérience est marquante en plus, le volume horaire. Ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on reconnaît la compétence. Et la passerelle, elle est là. Alors, elle n'existe pas encore en termes, en effet, entre le monde des diplômes bénévoles fédéraux et le monde professionnel sur les certifications. C'est peut-être un des chantiers de demain. Aujourd'hui, elle existe en tout cas entre diplômes professionnels. Un DEGEPS escalade, par exemple, qui vient passer un DEGEPS escalade milieu naturel, il n'a pas repassé, nous avons 4 UC sur les diplômes unités de compétences, j'entends. L'unité de compétences 1 et 2 est acquise, il en est dispensé clairement. Il n'a que la moitié du DEGEPS escalade milieu naturel à réaliser, voyez, pour vous répondre. D'autres questions? Vous n'avez pas vraiment parlé de comment on entre en formation. Pour ceux qui se sont assis juste derrière, qui sont aussi jeunes et qui sont peut-être pas au courant de comment ça se passe. Comment on prépare notre entrée en formation, en fait, tout simplement. Comment je deviens moniteur d'escalade? Comment je passe un DE? Bien, pour entrer en formation, on l'a dit tout à l'heure, il faut présenter une liste de courses, alors qui est quand même assez conséquente. Et nos établissements publics sont aussi là, parfois, pour accompagner les candidats, pour préparer les compétences techniques, les accompagner dans la préparation de la réalisation de ces listes de courses. Donc, il y a cette liste de courses à déposer et à réaliser avant l'entrée en formation. Et puis, un test technique qui consiste en réalisation d'une certaine performance en difficulté et en bloc. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a plusieurs volets. Voilà. À la fois l'expérience de terrain et puis le niveau de pratique. Et si j'ai envie de me lancer dans ce parcours-là, que j'ai pas vraiment, je suis juste un grimpeur qui pratique de mon côté comme ça avec mes potes, à qui je m'adresse, et est-ce qu'il y a des passerelles ou des aides qui peuvent m'amener vers la formation justement? Oui, alors pour répondre, là c'est une très très bonne question parce que c'est l'idée de se dire en gros quelle est la meilleure préparation, quel est le meilleur parcours en amont de nous rejoindre. Et comment à la fois se préparer à la réussite des tests de sélection tout en se préparant à un parcours de formation qui sera réussi lui aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de nous rejoindre juste d'entrée, il s'agit d'avoir ensuite une évolution tout au long de la formation et de sortir avec le maximum de montée en compétences. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'une expérience significative de l'escalade est nécessaire. C'est-à-dire que, finalement, quand on voit l'expérience en terrain d'aventure ou en grande voie qui est demandée, aujourd'hui, on pourrait se contenter, par exemple, de réaliser à minima cette fameuse liste de voies qui est exigée. Et d'une autre manière, nous rejoindre peut-être dans les meilleures conditions, c'est de se dire,
Et finalement, la liste, je pourrais la présenter 5 fois de suite. Et j'ai des expériences sur différents massifs, dans différentes situations, en ayant assumé des rôles de leader plusieurs fois. Je peux me préparer dans les clubs, je peux me préparer effectivement en me rapprochant des préformations qui existent. Nous sommes plusieurs à proposer des préformations qui sont financées par les régions, les aides régions, les subventions régions. Ça veut dire que, pour parler clairement, il y a aujourd'hui la possibilité de se préparer de manière assez confortable en ayant une prise en charge à la fois sur le financement et la rémunération concernant tous les prérequis et le parcours en amont que représente se préparer à candidater à la fois aux tests de sélection et à la fois à un beau parcours de formation. Il reste 2 minutes. Vas-y, Jean-Loup. Très bonne question. Ce qu'il faut voir, c'est on commence à avoir 13 ans d'expérience. Vraiment, la différence entre le BE et le DE, c'est qu'avant, on faisait des UF, on validait et on avait l'examen assez rapidement. Alors que maintenant, c'est vraiment une formation d'alternance. Donc, ce que tu demandes, c'est comment déjà la financer. Il y a plusieurs modèles. Et en fait, on passe un contrat avec le centre de formation et la structure qui nous accueille, une des structures, il peut y en avoir plusieurs. Et donc, on rentre dans une année, 12 à 14 mois, où on va en formation comme on va au travail. On doit être présent. C'est important, c'est une formation en alternance. Et l'autre point qui est important, c'est que si je veux aller vite, je peux très bien faire ma liste de voix, ma préparation, mon stage de centre, enfin ma situation de centre dans un club ou avec un professionnel pour entrer en formation à moins d'1 an, mais ce n'est pas ce qu'on conseille. En fait, il faut avoir un panel et un nombre de kilomètres au compteur d'escalade beaucoup plus important. Parce que sinon, on va subir aussi les certifications en formation. On va peut-être se mettre en danger parce qu'on a réussi physiquement et au niveau moteur et au niveau technique à avoir le niveau de la formation, mais pas forcément le niveau d'être un bon encadrant et un bon pratiquant. Donc, en fait, ce qu'on conseille, c'est plutôt mettre 2-3 ans à acquérir et à préparer cette formation pour arriver dans les meilleures conditions. Et là, on sera propulsé, tout à l'heure on l'a dit, sur un dossier écrit personnel avec un projet et un avenir professionnel qui sera plus facile à développer que de récupérer son manque d'expérience. Allez, pour finir, Sylvain. Ouais, moi c'est... Vas-y, Sylvain, tu voulais dire un truc? Oui, oui, tout à fait. La voie de l'apprentissage est une façon de se préparer ou de réaliser sa formation. Alors, malheureusement, pas suffisamment. Enfin, pas suffisamment au sens où, effectivement, cette voie est pas très connue. Enfin, je sais pas, moi, dans notre promotion, on accueille 2 ou 3 sur 20. C'est entre 3 et 5 par promo à peu près. Parce qu'en fait, c'est dur de trouver. Là aussi, il y a tout un travail à enseigner aux gens qui embauchent des moniteurs. On a assez de facilité à trouver un employeur quand la région prend en charge. Par contre, de décider quelqu'un qui ne l'a jamais fait, de prendre un apprenti, au début c'est difficile, mais après quand il l'a fait, ça marche. Donc on en a souvent 3 ou 5, mais par contre il y a un problème vraiment dans le système de financement des apprentis, c'est qu'un apprenti de 18, 20, 22 ans coûte pas cher et qu'en fait quelqu'un qui a dépassé les 26 ans coûte très cher et c'est ça le problème. Donc il faut qu'on arrive à chaque fois décider l'employeur, mais on y arrive de plus en plus. Oui. Allez, un dernier petit mot, Sylvain, Oui. parce qu'on a dépassé C'était l'horaire. juste pour conclure l'ensemble de la chose par rapport à cette dernière question, c'est qu'en fait, comme disait Jean-Noël, l'intérêt est vraiment de rentrer dans l'activité pour ne pas en sortir ensuite rapidement. Ce qui s'acquiert longtemps se perd longtemps. En gros, quand on veut devenir moniteur d'escalade en milieu naturel, en gros moniteur d'escalade, il s'est trouvé qu'il y a 12 ans, ça devait s'appeler pas comme ça, juste moniteur d'escalade, ça devait s'appeler. Mais toujours est-il que c'est au moins 3-4 ans de pratique globale, liste, pas liste, avec liste, etc., de monter en gamme pour après faire derrière 40 ans de carrière. Et c'est vrai que sur les diplômes autres, des fois, on peut y rentrer en effet plus facilement. Ils sont intéressants pour une période donnée, mais on en sort un peu plus facilement. Voilà.
Mais merci pour ce mot de la fin. Merci à tous pour votre écoute. Merci aux intervenants. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous rapprocher du stand, parce qu'ils ont un stand, les trois crêpes ensemble, pendant tout le week-end. Et on vous invite à venir demain aussi à la table ronde sur les projets innovants. Donc, on aura un projet sur un cursus féminin de préparation au TEP, donc au test d'entrée au DESCAD en milieu naturel, et aussi un sur un guide topo. Il est aussi sur le salon pour aller en vélo, en mobilité douce, jusque les sites autour de Grenoble. Voilà, merci à tous. Juste, on est les trois crêpes présents sur ce salon pour justement croiser plein de grimpeurs et plein de gens qui se rendent à ce salon. Et en fait, on a beaucoup de candidats. Ce n'est pas un problème de candidats, ce n'est pas pour recruter des candidats, mais par contre pour enseigner les gens sur la carrière et vraiment être présent avec vous. Voilà. Merci.